Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le jeudi 19 février 2026, c'est notre bulletin numéro 278 et nous sommes toujours à Moscou et toujours sous sanction. Pour nous aider, eh bien, il faut vous inscrire dans nos différents médias sociaux pour que quoi qu'il arrive, la censure ne puisse pas nous toucher. Donc il y a bien sûr X, il y a Telegram, il y a Rumble, il y a Odyssey, il y a VK aussi pour ceux qui habitent en Russie. Et puis notre lettre d'information qui maintenant fonctionne bien, on utilise donc un nouveau système de, pardonnez-moi l'anglicisme, de mailing, d'envoi de courriel, et donc ce qui permet d'envoyer, en 24 heures, on arrive à envoyer la totalité de nos 25 000 abonnés, quasiment. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, en plus c'est gratuit. Inscrivez-vous à ça, ceux qui veulent m'aider, eh bien ils ne peuvent pas, mais vous pouvez participer à la cagnotte de mon épouse pour aider ma famille, tout ça est en description de cette vidéo. Abonnez-vous également à Géopolitique Profonde qui traite ce mois-ci d'un sujet extrêmement important, dont on va parler d'ailleurs dans cette vidéo, l'Arctique, l'Arctique qui est une route alternative pour le commerce qui regroupe au moins un quart des réserves d'hydrocarbures dans le monde, de ressources encore même qu'on ignore. Donc voilà, c'est un sujet extrêmement important. Tous les intervenants sont de qualité comme d'habitude dans le magazine Géopolitique Profonde. Je reparle de la censure, j'avais expliqué, donc nous avions migré de OVH en France vers l'Islande, comme c'était hors dictature Union Européenne, on s'était dit que c'était plus tranquille, mais en fait non, on a été rattrapé par la patrouille, donc nous avons maintenant migré aux États-Unis, et donc tout ce que nous allons recréer, a priori, va être basé aux États-Unis. D'ailleurs, je vous prépare quelques surprises cette année. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs initiatives qui sont en train d'être prises pour imposer, c'est ça qui est assez paradoxal, à l'Union Européenne, donc qui est une dictature sur le modèle soviétique de l'UERSS, pour imposer la liberté d'expression. Donc d'ailleurs on a vu ça, j'ai vu ça sur le Florian Philippot, sur son compte X, puisqu'il explique que donc il y a un site qui va être créé, freedom.gov aux États-Unis, pour les contenus qui sont interdits dans la dictature bruxelloise. Donc ça, je trouvais ça assez excellent. Et ce que j'ai apprécié aussi d'ailleurs, c'est le cri de guerre de Florian Philippot, courage, on les aura. Je valide 100%. Alors ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose, donc il y a un document qui a été fourni par la Chambre des représentants américaine, donc le Parlement américain, sur précisément ce problème de liberté d'expression qui est en train de disparaître en Europe et qui en plus touche les grandes plateformes américaines. Donc alors il y en a, c'est bien sûr, c'est un goulag numérique. Google est un goulag numérique, YouTube est un goulag numérique, mais il y en a qui effectivement maintiennent des libertés, permettent la liberté d'expression. C'est le cas de X avec donc en plus Elon Musk qui publie ouvertement l'algorithme, donc on peut aller vérifier, mais également Pavel Durov qui ne lâche rien, non seulement en Europe mais également en Russie. Donc tout ça, à mon avis, est extrêmement important, va dans le bon sens, et c'est quand même qu'on aime pas les États-Unis, c'est quand même la force de l'Amérique qui met en tête de sa constitution le premier amendement sur la liberté d'expression. Nous devons faire la même chose. J'espère qu'il y aura un candidat qui demandera ça en 2027, c'est-à-dire que la liberté d'expression est un absolu. Paramount, comme a dit Elon Musk, sauf bien sûr l'appel au meurtre et à la sédition, mais le reste, en fait, tout doit être autorisé et ça doit être un absolu. Voilà. Donc on espère que ça va avancer de ce côté-là. Donc il y a d'un côté donc freedom.gov qui doit être mis en place bientôt, et donc j'ai pas encore eu le temps de le lire, mais ce gros dossier sur la liberté d'expression pour faire en sorte que la dictature de Bruxelles ne puisse pas empêcher la liberté de circulation des informations. Voilà. Et évidemment ce dont j'ai été moi-même victime, puisque on m'a censuré pour ce que je disais. Je n'ai jamais enfreint aucune loi, et donc j'ai été censuré sans tribunal, sans avocat, sans que je sache pourquoi, jusqu'au jour de la condamnation. Donc tout ça, bien sûr, évidemment, doit être combattu, et évidemment que mon combat, c'est bien sûr, moi personnellement, pour lever les sanctions, mais également pour restaurer l'état de droit en France, ce qui suppose de sortir de cette infection qu'est l'Union européenne.
Autre infection, eh bien, c'est la gauche bourgeoise, donc que j'ai décrit dans mon livre, le livre noir de la gauche française. Et évidemment, la mort de Quentin. Alors, il y a eu plusieurs analyses qui ont été faites. Hein. J'ai repris celle d'Hervé Rissen, j'ai entendu celle de Sylvain Ferreira, et eh bien tout ça, je les valide. Donc, bien sûr, ce malheureux Quentin qui aurait fait sans doute un père de famille fantastique, un père de famille catholique fantastique, eh bien, a été tué par ces bêtes sauvages que sont les antifas, qui sont en fait les héritiers des sans-culottes, donc qui n'étaient pas un mouvement populaire. Les sans-culottes, en fait, c'est les bourgeois du faubourg Saint-Antoine, qui tout d'un coup on donne des armes et on donne tous les droits. Et donc qui coopèrent avec le tribunal révolutionnaire, avec le comité de salut public, pour organiser le massacre des Parisiens, de ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Et encore une fois, ce n'est pas une réaction populaire contre une dictature, contre la monarchie. Ce sont des bourgeois qui veulent prendre le pouvoir et imposer leurs idées de tarés. Et aujourd'hui, on est exactement dans la même situation. Les antifas, ce sont des gosses de Bourges. D'ailleurs, vous avez qu'à voir ceux qui ont été... alors, je ne sais pas s'ils ont été arrêtés. En plus, comme évidemment, ce sont des enfants de la bourgeoisie, et je crois qu'il y en a dont le père est juge. Donc, évidemment, la police a pris son temps pour les arrêter et pour leur laissant le temps donc de nettoyer tout ce qui était possible et imaginable. Et ils vont s'en sortir. Ils vont s'en sortir. Ils s'en sortent toujours parce qu'ils sont le pouvoir. Et les antifas sont des indicateurs de police. Ce sont ceux que la police envoie, que le régime envoie, que les juges rouges protègent et envoient pour saboter les manifestations comme celle des Gilets jaunes. Je l'ai vu sur place. Donc ces gens-là travaillent avec le régime. Et partant de ça, partant le fait que les antifas sont des auxiliaires de police et sont complices des juges rouges en France, il fallait évidemment pas aller manifester, faire une contre-manifestation plutôt pour une conférence qui était donc organisée par la France Insoumise, par Rima Hassan sur la Palestine. En plus, ce malheureux Quentin était catholique, donc lui, il aurait plutôt dû aller soutenir les Palestiniens, puisque je rappelle que les Palestiniens, il n'y a pas que des musulmans, il y a aussi des chrétiens, et ils sont persécutés de la même manière. Donc ce combat est tout simplement absurde, et celles visiblement qui en ont pris la responsabilité portent la mort de Quentin sur leur conscience, pas autant évidemment que ces bêtes sauvages qui se sont jetées sur lui, mais ça c'était prévisible. Encore une fois, il n'y a rien qui les limite. Et d'ailleurs le leader de ces antifas, qui est maintenant député de la France Insoumise, Raphaël Arnaud, l'a dit, à partir du moment où vous êtes désigné comme fasciste, antidémocratique, raciste par les antifas, ils ont le droit de vie ou de mort sur vous, comme en 1792. L'acte fondateur de la gauche française, c'est 1792. Et de Emmanuel Macron jusqu'à Raphaël Arnaud en passant par Jean-Luc Mélenchon, c'est leur code. Ils ont le droit de nous tuer puisque nous ne pensons pas comme eux. Pas de liberté pour les ennemis de la liberté. C'est Saint-Just qui a défini ce qu'était la gauche française. Et c'est ça. Et même si vous les voyez gentils, ces juges rouges, etc., qui soutiennent, qui vont faire qu'ils vont s'en sortir, je suis désolé. La seule chose qui pourrait faire que Raphaël Arnaud paye un jour pour ces crimes-là, eh bien, ce serait dans un autre pays, comme l'Italie. D'ailleurs, on a appris qu'il était également inquiété, parce qu'en Italie aussi, il organise ces unités de représailles pour réprimer tous ceux, et tuer potentiellement tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Donc voilà où on en est. Et surtout, si vous êtes un jeune nationaliste catholique, n'allez pas militer dans des choses où vous restez de perdre la vie qui ne servent à rien, voire qui sont contre-productives. Voilà. Mariez-vous, faites des enfants, lisez, soyez militants quand c'est intelligent pour protéger des conférences qui sont organisées par les nôtres, etc. Mais n'allez pas dans des aventures où finalement ce sera utilisé par le régime, ce qui est très bien expliqué par Sylvain Ferreira, pour alimenter la guerre civile et nous faire oublier qui est l'ennemi. Le rôle du politique, c'est de désigner l'ennemi. Donc, encore une fois, faites un effort intellectuel, ne vous laissez pas avoir. Voilà, c'est extrêmement important. En tout cas, toutes mes pensées vont à la famille de Quentin, et toutes nos prières également, évidemment, l'accompagnent en ce début du carême 2026. Économie maintenant, et avant tout, si vous ne voulez pas vous faire voler votre argent par le régime français, eh bien n'hésitez pas à venir ouvrir un compte en Russie. Pour ça, eh bien Divergence Service est à votre disposition. Le lien est en description de cette vidéo. N'hésitez pas. Économie toujours, et nous assistons à quelque chose d'intéressant que nous avions
annoncé il y a un peu plus d'un an, au moment où effectivement où Kiev a voulu empêcher le transit du pétrole russe par son territoire qui allait dans les raffineries hongroises, dont une est en Hongrie et l'une est en Slovaquie. Ces raffineries transforment le pétrole russe, notamment en diesel, et ce diesel est livré. Et également, il y a une production électrique, donc qui est le fait de la Slovaquie et qui aujourd'hui sert à alimenter le réseau ukrainien, qui a été réduit à néant par les bombardements dans la profondeur russe, sauf l'électricité produite par le nucléaire. Mais voilà, donc la situation énergétique en Ukraine est catastrophique. Or, Zelensky, qui visiblement aujourd'hui perd les pédales, enfin prend des décisions absolument stupides, a décidé de bloquer le pétrole, ou en tout cas faire semblant de ne pas réparer l'oléoduc qui amène ce pétrole. Donc la décision qui a été prise par la Hongrie, eh bien, c'est de cesser de livrer du diesel à l'Ukraine, donc ce qui va avoir des conséquences catastrophiques, et la Slovaquie fait pareil, et en plus a décidé de couper l'électricité. Donc là encore une fois, on voit une fois de plus les décisions absurdes qui sont le fait à la fois de Kiev et à la fois de Bruxelles. C'est-à-dire qu'on est capable de se tirer une balle dans le genou, dans le pied, de ce que vous voulez, d'autant plus que, eh bien, comme l'hiver est froid, oui, mais c'est sans doute à cause du réchauffement climatique, hein, puisque maintenant, ce qu'on entend, c'est qu'il fait froid, c'est parce qu'il fait chaud. Enfin bref, le résultat, c'est qu'il fait froid. Et comme il fait froid, eh bien, l'Union européenne a puisé dans ses réserves de gaz qui sont quasiment à zéro. Donc là, je pense qu'on va assister à une montée du prix du gaz assez significative, et on va constater une nouvelle fois qu'on ne peut pas se passer du gaz russe, que l'Union européenne peut prendre des décrets pour interdire le gaz russe, on en a parlé la dernière fois, à partir de janvier 2027 pour le GNL, quoi qu'il arrive, il va falloir en importer. C'est le marché qui décide. Il y a une demande, et la demande en énergie, elle est incontournable. Et il y en a qui en ont, et les Russes en ont. Et sont prêts à nous le vendre, d'autant plus que maintenant, avec les sanctions et la destruction du gazoduc par Washington et Oslo, a priori, si on en croit le rapport de Seymour Hersh, eh bien, le prix du gaz a été multiplié par 4. Donc voilà ce à quoi on va assister. Et c'est la même chose pour le Japon. Mais le Japon, à la différence de l'Union européenne, c'est qu'il a considéré que l'énergie était stratégique et que aucune sanction ne pourrait être appliquée. Donc en plus, il y a des exploitations d'hydrocarbures en commun à Sakhalin, donc je crois que c'est Mitsubishi qui est partenaire. Donc tout ça continue, et le Japon a augmenté de 260% ses achats donc au mois de janvier de charbon à la Russie. Parce que le charbon, croyez-moi, et la Russie en a beaucoup, le Donbass en a beaucoup, eh bien, va rester une énergie extrêmement importante, puisque le modèle économique de demain, avec les data centers, avec toute cette haute technologie, eh bien, va être extrêmement consommateur d'énergie. Et ça, de l'énergie, la Russie en a autant qu'on en veut. Donc c'est pour ça qu'évidemment que la Russie est en train de devenir le cœur de l'économie européenne de demain. À nous de jouer, à nous de nous organiser pour de nouveau, avec l'Allemagne, avec la France, avec l'Italie, eh bien, coopérer avec la Russie pour que l'Europe reste dans la course. Pour l'instant, on est complètement largué par l'Asie, mais bon, un peu de volonté et on retrouvera les qualités de notre peuple. Je parlais tout à l'heure du numéro de Géopolitique Profonde de ce mois de février sur l'Arctique, et eh bien, il y a eu un tableau intéressant là que je voulais afficher pour vous faire réfléchir dessus, c'est la quantité de brise-glace en Russie, de brise-glace donc déjà construits et en projet. Et on voit que par rapport aux autres pays donc qui sont les riverains de l'Arctique, eh bien, la Russie est largement devant le Canada, devant les États-Unis. Et rappelons aussi que les Russes sont les meilleurs, quasiment les seuls à pouvoir encore produire de manière régulière des brise-glaces nucléaires. Et rajoutons aussi que les méthaniers russes sont prévus pour être des brise-glaces, c'est-à-dire qu'ils pourront circuler quasiment toute l'année, même quand eh bien, la mer sera gelée. Voilà. Et puis, dernière nouvelle économique, la Banque centrale de Russie continue, selon le plan, à baisser le taux directeur qui est passé à 15,5%. La belle affaire. Bon, donc ça va dans la bonne direction. Encore une fois, les PME, les ETI réclament du 12% pour pouvoir recommencer à investir. Et la grande peur, c'est l'inflation. Et c'est vrai que quand on y réfléchit, finalement, la Russie, quoi qu'on en dise, est en guerre.
et que donc il faut que la population soit solide. On l'a vu, Poutine est à 81% de satisfaction. Il y a bientôt des élections législatives, et c'est vrai que l'inflation, c'est quelque chose qu'on le ressent immédiatement, et on cherche pas trop à comprendre pourquoi. Et c'est ça que, évidemment, que les populations n'aiment pas, notamment la population russe. Donc voilà, ça explique cette politique de la Banque centrale. Ça l'explique, mais ça ne la justifie pas. Encore une fois, mais bon, maintenant c'est comme ça, donc à suivre. Politico-diplomatique maintenant, il y a une réunion à Genève cette semaine, donc il y a notamment l'Iran, puisque la tension continue à monter en Iran, donc il y a des négociations. Il y a aussi un deuxième porte-avions américain qui arrive, donc c'est une force significative. La question donc qui se pose, c'est est-ce que les Américains vont frapper, comme je l'avais dit notamment sur Divergence politique, les Américains frapperont si Trump est mal informé et s'il est irrationnel. Donc mal informé, je pense que maintenant Tulsi Gabbard, à la direction du renseignement américain militaire, lui donne les vraies informations sur les capacités de l'américaine et les capacités de faire des dégâts en Iran. L'armée américaine peut faire des dégâts en Iran, mais elle va prendre des risques également. Et comme c'est une opération impérialiste, les pertes américaines, ne serait-ce qu'un seul pilote abattu pour bombarder un pays qui n'a absolument rien fait aux États-Unis, qui est l'Iran, c'est anti-MAGA et c'est une véritable catastrophe pour Trump. Donc voilà, la question, encore une fois, c'est l'irrationalité. L'irrationalité, le facteur irrationnel, évidemment, c'est la pression du lobby pro-israélien aux États-Unis. Donc jusqu'où est-ce que ça ira ? Je pense qu'on va être fixé dans les semaines qui viennent. La Russie a son rôle à jouer. D'ailleurs, le ministre de l'énergie russe était à Téhéran aujourd'hui, où je tourne cette vidéo, puisque dans l'accord sur le nucléaire civil entre la Russie et l'Iran, il est noté que si l'Iran décidait d'acquérir l'arme nucléaire, la Russie se retirait de cette coopération. Donc la Russie pourrait être un garant dans un accord entre Washington et Téhéran. Et évidemment, le problème, c'est que c'est pas ce que veut Netanyahou. Ce qu'ils veulent, c'est un changement de régime, c'est l'anarchie, la guerre civile en Iran. Donc voilà. Donc on est sur des charbons ardents dans cette région. Mais le pire n'est jamais certain. Le sommet de l'OTAN a eu lieu à Bruxelles. Donc on a assisté à des moments assez pathétiques, en fait, d'une structure en plein effondrement, puisque le principal acteur, les États-Unis, ont l'air de moins en moins intéressés par ce machin. Donc on a eu les déclarations plus ou moins loufoques de Rutte. On a eu tout d'un coup un engouement pour le nucléaire, alors de l'Allemagne, même de la Pologne. Le président polonais veut l'arme nucléaire, et à la limite, grand bien lui fasse qu'il prenne l'arme nucléaire et qu'il nous fiche la paix, puisque comme il aura l'arme nucléaire, il pourra plus prétendre que les Russes ou les Biélorusses veuillent l'envahir. Après tout, je crois, encore une fois, comme disait le général Lucien Poirier, à la vertu rationalisante de l'atome, même avec les Polonais. Pourtant, c'est pas gagné au niveau de la rationalité. Donc, mais de toute manière, encore une fois, même si ces pays-là voulaient acquérir l'arme nucléaire, l'Allemagne, un pays riche, avec des scientifiques de très haut niveau, une industrie, etc. Donc, ils peuvent acquérir l'arme nucléaire. Mais pour que la dissuasion fonctionne, il faut des essais. Il y a les pays qui ont fait des essais, ont une arme nucléaire qui est réellement dissuasive. Alors, Israël n'a jamais fait d'essais, en tout cas, pas que je sache, ou très souterrain, mais donc on ne sait pas si son arme nucléaire fonctionne, mais voilà, la France, on sait que ça fonctionne, les derniers essais ont lieu sous Jacques Chirac, donc tout ça fonctionne. Donc en fait, les conditions de production, de maintenance de l'arme nucléaire, en fait, sont extrêmement compliquées du point de vue scientifique, et ça coûte très cher, parce qu'en plus, c'est bien d'avoir le nucléaire, mais après, il faut être capable de frapper en second, au cas où vous fassiez bombarder. Et en gros, le seul moyen d'être capable de frapper en second, à moins d'avoir un territoire de la taille des États-Unis ou de la Russie, c'est d'avoir ce que les Français ont, c'est-à-dire des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Là aussi, c'est un coût exorbitant. Donc c'est pareil, quand les Polonais disent qu'ils veulent l'arme nucléaire, ça va encore être Nicolas, Helmut et Giuseppe qui vont payer. Donc tout le monde raconte à peu près n'importe quoi au sein de l'OTAN parmi les pays européens. Et il faut regarder ça un peu, c'est un peu la nef des fous. Bon, voyons jusqu'où ils iront. Ce qu'on apprend en revanche dans un article dans le Wall Street Journal, c'est que pour la guerre réelle, la guerre conventionnelle, l'OTAN n'est pas prête, puisqu'il y a eu des manœuvres qui ont été faites et une section de dronistes ukrainiens a anéanti en un clin d'œil 2 bataillons d'une troupe de l'OTAN. Donc voilà, donc ça a montré que effectivement, c'est ce qu'on voit aussi quand on voit encore l'armée française manœuvrer dans les villes françaises.
faire du combat urbain comme on pouvait le faire il y a 20 ans, et sans prendre en compte le fait que maintenant il y a les drones. Donc l'OTAN n'est pas prête d'affronter l'armée russe, et ça tombe bien parce que les Russes n'ont pas envie d'envahir le reste de l'Europe et de se retrouver piégés dans le tiers-monde que c'est en train de devenir. Politico-diplomatique toujours, Trump a donc lancé son conseil de la paix, et alors qu'il n'est pas, je pensais que ce serait un échec plus retentissant, mais c'est pas un échec, parce qu'il y a quand même des pays sérieux qui en font partie. Alors vont-ils payer le milliard de dollars pour faire partie du club? Ça, rien n'est moins sûr. Mais parmi les pays présents, il y avait l'Inde, l'Indonésie, Israël bien sûr, Italie, l'Angleterre, les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, la Corée, puis les États esclaves de Washington, quoi qu'il arrive, un démocrate ou républicain, la Pologne, la Norvège. Voilà. Et également la Hongrie, mais ça on comprend, la Hongrie a besoin de l'alliance américaine, d'ailleurs de l'alliance de Trump pour les prochaines élections du mois d'avril. Et on a vu Rubio donc qui s'est déplacé à Budapest, Donald Trump a réitéré son soutien à Orban. Et d'après les informations des spécialistes que je consulte, eh bien les élections se présentent tout de même plutôt bien pour Orban, malgré tout ce qui va être fait par Bruxelles pour déstabiliser le pays. Mais encore une fois, il y aura sans doute des manifestations, mais comme on le voit, les révolutions colorées ne fonctionnent que dans les pays qui sont déjà contrôlés par les mondialistes. On l'a vu en Ukraine, Yanukovych était vendu, Shevardnadze était vendu en Géorgie, et ça la Roumanie était déjà sous contrôle, donc Georgescu n'avait aucune chance. Mais en revanche, en Géorgie, bien lors de la dernière élection, ça a raté. En Serbie, ça a raté. Donc voilà. À suivre, en tout cas, ce qui est clair, c'est que l'élection en Hongrie jouera un rôle extrêmement important pour la liberté de l'Europe, pour la paix en Ukraine, pour la relation transatlantique. Il faut que Orban triomphe une nouvelle fois. À suivre. Politico-diplomatique toujours, le président Emmanuel Macron, pour encore un peu plus d'un an, s'est rendu en Inde. Donc l'Inde est un des rares succès diplomatiques d'Emmanuel Macron. Et pourquoi c'est un succès? Parce que ça n'a rien à voir avec lui. C'est grâce à l'excellence française. L'Inde est un gros client d'Airbus. L'Inde est un gros client maintenant du Rafale, le meilleur avion de chasse multirôle au monde. Et donc il y a un gros contrat en perspective, 114 qui ont été confirmés par le ministère de la Défense indien. Donc il y a eu 2-3 ans également une grosse vente d'Airbus. D'ailleurs Emmanuel Macron avait pris la parole lors d'une conférence avec Narendra Modi qui lui avait parlé en hindou, et Macron, au lieu de parler en français, il a parlé en anglais. Et là, c'est ce qu'il a recommencé avec son mauvais anglais de premier de la classe. C'est tout simplement insupportable. Et donc là encore, il nous a ridiculisés. Mais bon, évidemment, en Inde, il est heureux puisque, encore une fois, c'est un succès de la France par la diplomatie économique et évidemment pas par la diplomatie de bras cassés qui caractérise celle malheureusement de la France depuis 2017. Et puis pour finir en politico-diplomatique, il y avait en Suisse, non seulement une conférence sur l'Iran, mais également une conférence pour des négociations entre Washington, Moscou et Kiev. Il faut bien préciser, d'ailleurs, c'est entre Washington et Moscou, puisque Washington a commencé une guerre contre la Russie, qui sont en train de perdre, dont ils veulent Trump ne va pas prendre la responsabilité de la défaite, et l'Ukraine, le pays dans lequel ça s'est passé, dans lequel les seigneurs se sont battus sur les terres du paysan ukrainien. En gros, c'est ce qui se passe. Et un accord a été trouvé à Anchorage. Cet accord, d'ailleurs, on ne sait pas trop ce que c'est, on a une petite idée, mais il est désormais revendiqué publiquement par les représentants russes, notamment Peskov. Et la question aujourd'hui, c'est que cet accord doit être appliqué par l'Ukraine sous la pression de Washington, qui pour l'instant met une pression tout à fait relative. Alors oui, il y a les affaires anticorruption, mais s'ils veulent arrêter la guerre, encore une fois, il n'y a qu'à couper Starlink, c'est fini dans 15 jours. Et couper le renseignement militaire, les approvisionnements d'armement, même si c'est aujourd'hui l'Union européenne qui paye. Tout cela va de soi. Il y a eu 2 jours de négociations très longues, donc dirigées côté russe par Medinsky, qui dirige la délégation russe depuis 2022, je le rappelle. Du côté ukrainien, c'était Umerov, l'ancien ministre de la Défense. On ne sait pas ce qui s'est passé. Les déclarations, notamment de Medinsky, ont été extrêmement laconiques. Ça a duré moins de 2 minutes. Et ça, c'est bien. De la même manière, quand Emmanuel Beaune, qui vient envoyer de Macron, on ne sait pas ce qu'il est dit, le Quai d'Orsay ni l'Élysée non confirmé ou infirmé, c'est bon signe. On est de nouveau dans le professionnalisme, et c'est ce cas-là. Donc on ne sait pas ce qui s'est dit. Ce qu'on sait, c'est que la pression, elle va être mise évidemment du côté de Donald Trump, mais également du côté de la Russie, par les frappes dans la profondeur, et par l'armée russe, encore une fois. Donc tout cela va dans le bon sens, et je maintiens ma prévision que les
combats prendront fin cette année. Peut-être pas la signature de traité, mais je pense que les hostilités à un moment cesseront évidemment à l'avantage de la Russie et par l'évacuation du Donbass de l'armée otano-kievienne. Voilà où on en est. Alors maintenant, il y a cette vidéo qui a pas mal circulé où on voit un F-16 en train de tirer un missile AIM-125 AMRAAM américain, donc qui coûte $1 million pour abattre un Gerran russe qui doit coûter, allez, comme c'est la version la plus modernisée, quelque chose comme $30 000. Et donc là, évidemment, tous les commentateurs ont souligné que si ça continue comme ça, eh bien les ressources vont être épuisées. Et voilà, c'est le problème, encore une fois, de faire de la guerre. La guerre à haute intensité signifie la production de masse. Donc on ne peut pas déployer des moyens pour faire la guerre à l'Irak comme en 2003, ou en 1991 d'ailleurs, comme les moyens qu'il faut mettre pour battre la Russie. Il faut de la masse et pas cher. Et là, avec le F-16 et son missile, on en est loin. Et la question qui se pose, c'est qui pilote les F-16 ? Et comme il fallait s'en douter, eh bien il y a peut-être quelques Ukrainiens, mais sans doute pas beaucoup, parce qu'il faut avoir de l'expérience, etc. Et donc, selon Intelligence Online, donc ce sont des pilotes mercenaires américains ou danois, d'après ce que j'ai vu. Je vous recommande la vidéo de A.T. Chouette, d'ailleurs, qui en parle, qui dit que c'était pas franchement une bonne idée de l'annoncer, parce que ça justifie le narratif russe et le narratif de Stratpol qui explique que, encore une fois, je parle d'armée otano-kievienne. Donc, dans une armée otano-kievienne, il est tout à fait normal que les pilotes de F-16 soient des pilotes de l'OTAN, hein, et donc des pays de l'OTAN. Donc voilà, aucune surprise à cela. On n'apprend rien, mais c'est bien que ce soit public désormais. Et enfin, armement. Arme des transmissions, et on va reparler de Starlink. Donc Starlink, comme on va le voir dans les considérations militaires générales, la coupure de Starlink pour l'armée russe n'a pas eu de conséquences catastrophiques, contrairement à ce qu'espéraient les soutiens de Kiev. Les Russes se sont adaptés, comme je l'avais expliqué, ils ont des moyens dégradés qui fonctionnent évidemment moins bien que Starlink, mais ils ont mis en place, alors après il y a beaucoup d'histoires, je ne sais pas ce qui est vrai ou pas, mais ils ont mis en place des systèmes qui permettent de compenser la perte de Starlink. Et également, là aussi on en avait parlé, d'après ce que j'avais lu dans la presse un peu spécialisée, un peu la presse informatique, des hackers russes, ça c'est pas ce qui manque dans ce pays. Eh bien, les Russes ont commencé à trouver des solutions pour contourner le filtrage par le logiciel d'IA, donc qui permet aux Ukrainiens qui utilisent Starlink, eh bien de débloquer leur terminal, hein, sachant que officiellement, il y a 23 millions d'Ukrainiens, c'est-à-dire la quasi-totalité de la population, qui utilisent Starlink. Donc, non seulement dans l'armée, mais également sur tout le territoire. C'est ce qui marche le mieux. Et donc, en fait, n'importe qui peut demander à débloquer le terminal, et donc y compris les civils. Donc il faut juste en faire la demande. Et ce que font les Russes, c'est bien qu'en fait ils payent des Ukrainiens pour qui débloquent leurs propres terminaux. Donc voilà, il y a différentes solutions, et puis des solutions aussi plus technologiques de hacking qui permettent de contourner cette vérification. Ce qu'on voit en tout cas, et c'est ce que j'avais anticipé lorsque Starlink a commencé à être coupé le 6 février, autour du 6 février de cette année, eh bien c'est que les Russes avaient des solutions dégradées et qu'ils avaient anticipé cette coupure potentielle. Empire du mensonge maintenant, et le patron évidemment, c'est Emmanuel Macron en Inde, écoutons-le. Parce que la liberté d'expression est une pure si personne ne sait comment on est guidé à travers cette prétendue liberté d'expression. Surtout quand il s'agit de passer d'un discours de haine à un autre. Je veux juste qu'il y ait un chemin transparent à travers ces différents discours. Et au fait, je veux qu'il y ait une sorte d'ordre public. Je veux éviter les propos racistes, les discours haineux, etc. Aucune surprise pour ceux qui ont lu le livre noir de la gauche française, encore une fois, pas de liberté pour les ennemis de la liberté. La référence de la liberté d'expression en France, c'est l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme. Donc c'est pas du tout un absolu, hein, comme dans la Constitution américaine. Donc en fait, on peut en faire ce qu'on veut, et c'est Emmanuel Macron qui décide quand c'est bien et quand c'est mal, quel algorithme il faut. Et voilà, les gens ont le droit d'avoir accès à l'information, à la bonne information, comme dirait Thierry Breton, une information de qualité qui soit contrôlée par le Parti socialiste et les antifas, hein, et les juges rouges. C'est ça, en fait, qu'il faut. Donc là, au moins, l'avantage, c'est que c'est clair, il l'a dit. Ce qui est très pénible, encore une fois, c'est sa vulgarité, la manière dont il l'a dit, et puis son anglais. Mais mon Dieu, mais il est président de la République. Quand on parle aussi mal anglais, on parle français. Quand je dois parler anglais parce que je donne des interviews, j'ai honte.
Mais bon, moi je suis pas président de la République française, et donc voilà, si je préfère parler français, et lui qui a un niveau d'anglais épouvantable et qui systématiquement veut faire le malin et le premier de la classe, mais c'est insupportable. On a presque envie de dire continue à mentir, mais arrête de parler anglais par pitié. Empire du mensonge, accord, et on est toujours dans le régime d'Emmanuel Macron, puisque Jean-Noël a récidivé. Donc m'avoir mis sous sanction sous des faux motifs, hein, je rappelle, je peux pas encore une fois, publier le dossier de preuve, mais tout est faux. D'ailleurs, c'est des captures d'écran d'articles qui ont été écrits sur moi, mais ce qui apparaît, en tout cas, ce qui peut être publié sur le site de l'Union européenne, c'est que j'aurais dit que l'Ukraine avait organisé elle-même son invasion pour rentrer dans l'OTAN. Je n'ai jamais dit une ânerie pareille. Donc, fausse information utilisée par Jean-Noël Barrot, et fausse information utilisée pour Madame Francesca Albanese, puisque le Jean-Noël Barrot a repris, y compris sur Twitter, l'information comme quoi elle aurait dit que Israël était l'ennemi de l'humanité. Ce qu'elle n'a pas dit. Il y a eu donc une pétition d'une centaine d'anciens diplomates, juges, etc. européens qui considèrent que c'est un scandale, puisqu'en plus Jean-Noël Barrot exigeait son départ des Nations Unies, hein, tout simplement. Et donc voilà. Donc une fois de plus, on voit l'amateurisme qui caractérise le Quai d'Orsay, qui caractérise la diplomatie française. C'est peut-être aussi pour ça que Macron, qui veut renouer des liens maintenant avec la Russie, envoie son conseiller diplomatique spécial. Donc ça veut dire que ça passe plus par le Quai d'Orsay. Donc voilà, on est encore une fois, on est en train de passer dans une diplomatie, hein, ça au passage, des missionnaires, des missi dominici, c'est-à-dire on a Witkoff, Kushner pour Trump, on a Ushakov et Dmitriev pour Poutine, et là on a Emmanuel Beaune pour Macron. Donc voilà, énorme mensonge une fois de plus de la gauche bourgeoise française, de ce régime infect qui m'a mis sous sanction. Voilà, tout simplement. Et puis on a encore cette semaine un moment bunker. Et le moment bunker, c'est Volodymyr, hein, pour l'appeler comme on l'appelle en ukrainien, alors que sa mère et sa femme l'appellent Vladimir. On va l'appeler nous Volodymyr, c'est tellement ridicule. Volodymyr Zelensky, écoutons-le. Russia pays for 1 kilometer now is 156 soldiers. Putin is not concerned about this now, but there is a level at which he will start to care, I'm sure. Every month, Russia mobilizes about 40,000 people, a little bit more, 42, 43, sometimes. Not all of them reach the front line. Donc ça a eu lieu au sommet de l'OTAN, et encore une fois, c'est une des pathologies du perdant, c'est-à-dire que on croit aux pertes mythiques, aux pertes magiques. Hein. Encore une fois, Marcel Déat, juste après Stalingrad, nous expliquait que c'est pas grave, l'important c'est de reculer en bon ordre et de tuer le maximum de Russes. C'est exactement ce que disait Marcel Déat, qui avait 50 000 chars qui allaient être produits, que voilà, etc., etc. Et donc là, on est évidemment dans la même situation. Donc c'est pas Marcel Déat, mais c'est Volodymyr Zelensky qui nous explique que pour prendre 1 km², les Russes ont 156 hommes perdus. Voilà. Donc en fait, c'est du grand n'importe quoi. Évidemment, d'ailleurs, même en Ukraine, personne n'y croit. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a eu, encore une fois, des chiffres que personne ne conteste d'un côté ou de l'autre. C'est le rapport final du nombre de corps de soldats ukrainiens et russes qui ont été échangés. Les Russes, en 2025, ont rendu 12 389 corps ukrainiens et ont reçu 317 corps russes, ce qui fait un rapport de 39 contre 1. Alors évidemment, ça, on s'en doute, le régime de Kiev n'a pas le respect pour ses soldats comme pour les soldats russes que les Russes ont pour les uns et pour les autres. Les Russes ramassent tous les cadavres, les identifient autant qu'ils le peuvent et font même une base de données pour que les familles ukrainiennes puissent savoir où sont si jamais leur mari ou leur fils sont morts. C'est évidemment ce que ne fait pas l'armée otano-kievienne. Mais vous retirez évidemment ce mépris pour les morts du côté otano-kievien, ça fait quand même une très grosse différence. Et ça, c'est quelque chose qui ne peut être nié ni par personne. Donc nous, on va continuer à suivre des indicateurs de ce type. Considération militaire générale toujours, et je voudrais revenir sur cette offensive ukromagique, comme je l'ai appelée. Donc on nous a expliqué que tout d'un coup, l'Ukraine avait récupéré 201 km². Alors ça vient de l'institut du mari de Victoria Nuland, hein, Kagan, qui s'appelle l'ASW, et qui a expliqué, qui a sorti ce chiffre-là, absolument mal prouvé, pas prouvé. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça fait référence à une offensive ukrainienne qui a démarré à peu près autour du 5 ou 6 février, mais dont personne n'a parlé en Occident.
parce qu'en fait, elle a échoué. Elle était en train d'échouer. Donc, la première fois que j'en ai entendu parler, d'ailleurs, c'était pas dans les médias occidentaux, c'était dans les médias russes, et notamment Yuri Podolaka, qui en a parlé le 8 février et qui expliquait que depuis quelques jours, profitant de la brume, le ciel était extrêmement couvert, et de la coupure de Starlink, enfin en tout cas espérait-il, eh bien, il y a eu plusieurs unités d'assaut qui sont parties à l'assaut dans la zone de front de Zaporozhye, à l'ouest et à l'est de cette zone de front. On en a parlé dans notre dernière carte militaire il y a une semaine. Et que, a priori, en tout cas, les premiers assauts avaient coûté très cher et avaient échoué. Et je me souviens à l'époque, je suis allé voir dans les médias de grand chemin, sur LCI, etc., ce qui est le cas en parlait, personne n'en parlait. Et en gros, jusqu'à cette semaine, quasiment personne n'en a parlé, et tout d'un coup, c'est sorti dans les médias sociaux. Donc, suite à cette information, ce bobard de l'ASW, c'est-à-dire que les Ukrainiens contre-attaquaient, reprenaient du terrain, etc., etc. Et en fait, c'est complètement faux. Même Yuri Podolaka, qui en plus a un côté plutôt dépressif, qui est toujours en train d'envisager le pire, notamment sur Kupiansk, qu'il envisageait le pire finalement. Les Russes ont fini par nettoyer la rive est et sont en train ils vont reprendre la totalité de la rive ouest de la ville de Kupiansk. Donc voilà, lui était beaucoup plus pessimiste. Donc quand lui dit que ça se passe bien, c'est que ça se passe très très bien. Effectivement, ça se passe très très bien. Il y a eu des infiltrations qui ont été effectuées et qui n'ont abouti à rien, sauf à isoler des troupes otano-kieviennes à des endroits où ils peuvent pas tenir de toute manière. Donc voilà, donc c'est un fiasco complet. Et ce qui est intéressant, je voudrais savoir quel est le mécanisme qui fait que tout d'un coup, encore une fois, on en a parlé. Alors il y a l'ASW, donc visiblement un signal a été donné par la gauche américaine. Il faut soutenir Zelensky, il est en train de négocier dans son rendez-vous à l'OTAN et les négociations à Genève. Il faut faire croire que l'Ukraine peut encore faire quelque chose. C'est sans doute ça qui s'est passé. Mais concrètement, sur le terrain, ce que ça démontre, c'est que le niveau de l'armée ukrainienne diminue de manière catastrophique. Entre ce que la Russie a fait, alors elle était à 8 contre 1 dans la région de Kharkov en 2022, à Kherson. On a vu en 2023 qu'elle était incapable d'organiser réellement une grande offensive à grande échelle. Et puis, il y a eu l'épisode lamentable de Kursk en 2024. Mais là, c'est encore pire. Il y a aussi un point d'ailleurs assez intéressant, c'est que pour ceux qui nous expliquent que c'est un succès, au moment où l'offensive est lancée, eh bien, je crois que c'est le 8 février, le général Manko, qui commande les troupes d'assaut dans la zone de Zaporozhye, est limogé parce qu'il fait n'importe quoi. Donc en fait, c'est un énorme fiasco, mais dans l'empire du mensonge, eh bien, on est capable de tout transformer en victoire, mais malheureusement, le terrain, lui ne ment pas. Souvenez-vous. À partir de l'été 2022, on entendait tout et n'importe quoi. J'ai décidé de faire cette carte des opérations militaires. Une carte extrêmement simple, mais on voit qui recule et qui avance. Et là, je suis désolé, c'est les Russes qui avancent. Ils ont continué à avancer sur le front de Zaporozhye, on va le voir, alors que, soi-disant, les otano-kieviens étaient à l'offensive. Et nous revoilà sur la carte des opérations militaires. Donc il y a eu des frappes dans la profondeur de part et d'autre, mais c'est surtout évidemment les Russes qui ont fait, comme d'habitude, un véritable carnage dans les infrastructures logistiques et électriques, notamment frappant à l'ouest pour gêner l'envoi d'électricité slovaque en Ukraine. Mais de toute manière, comme on vient de le voir, eh bien, désormais l'électricité slovaque va arrêter d'arriver puisque Kiev empêche la livraison du pétrole russe par l'oléoduc. Du côté des frappes otano-kieviennes sur le territoire russe, il y en a eu quelques-unes, mais rien de vraiment sérieux. Et on va directement sur la ligne de front. Donc ces pointes-là, en fait, elles datent de la semaine dernière et elles correspondent à cette série de petites offensives qui ont été lancées par les otano-kieviens. Pour l'instant, ça ne donne rien de sérieux. La localité de Rychnoe ici qui avait été prise par les Russes, donc il y a encore des combats qui ont lieu. C'est tout ce que ça donnait à cet endroit-là. Ici, on voit que c'est un échec complet puisque l'offensive, ces deux offensives, eh bien, finalement, ont été repoussées et les Russes se sont même emparés de 2 localités supplémentaires. Magdalenovka ici et Zapasnoe à cet endroit-là. Même sanction, même punition pour les offensives qui ont lieu dans la direction de Gouliapol, c'est-à-dire que non seulement elles ont échoué, mais en plus les Russes se sont emparés de 2 nouvelles localités, Kryinishnoe ici et Tvetskoyevo à cet endroit-là. C'est pareil, il y a eu de gros combats autour de Ternovate ici. La localité est passée entre les mains de l'un et de l'autre, mais finalement, a priori aujourd'hui, ce sont les Russes qui tiennent cette localité.
Ici aussi, l'offensive n'a rien donné. Ici aussi. Donc pour l'instant, je les laisse parce que elles ne sont pas terminées. Donc soyons prudents dans nos commentaires. Mais pour l'instant, c'est un fiasco complet. Et évidemment qu'on n'y voit pas les 201 km² que les Otanokieviens auraient repris. D'ailleurs, même s'ils reprenaient 201 m², qu'est-ce que ça signifie face à l'effondrement progressif de l'armée otano-kievienne? Du côté de Konstantinovka, là aussi, les Russes ont progressé, comme on le voit ici. Plus au nord, les Russes ont lancé une offensive pour essayer de s'emparer des hauteurs au sud de Zakitnoé, ici, et se dirigent vers Krivaluka à cet endroit-là. Les combats continuent à l'intérieur de Liman, rien n'a bougé particulièrement. Plus au nord, eh bien, la situation également là aussi est stabilisée. Donc la ville de Kupiansk, comme je le disais, donc la rive est a été nettoyée et il reste aux Russes à finir de nettoyer encore ce qui reste donc de la ville de Kupiansk. Donc là aussi, la contre-offensive otano-kievienne finit par un échec. Les combats continuent autour de Volchansk, mais pas de mouvement significatif de la ligne de front. Au nord de la région de Soumy, là, les Russes ont commencé à progresser également du côté ukrainien. Ils ont franchi la frontière et ont pris ou sont en train de prendre la localité de Rijovka à cet endroit-là. Est-ce que c'est juste une diversion pour attirer les troupes otano-kieviennes ou est-ce que c'est plus sérieux? Il est encore trop tôt pour le dire. Voilà, j'enlève la ligne de front de la semaine dernière. Voilà où nous en sommes le jeudi 19 février 2026. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous inscrire sur tous nos réseaux sociaux, c'est extrêmement important pour nous suivre, pour contourner la censure, surtout la lettre d'information, c'est gratuit. Confirmez l'email quand on vous l'envoie un email de confirmation, allez voir dans vos spams si par hasard vous n'avez pas reçu cet email et tout va remarquablement fonctionner parce que nous avons une équipe de compétition. Je les remercie, d'ailleurs je dois dire, et en plus en ce moment ils travaillent gratuitement puisque c'est le paradoxe. D'ailleurs, le Stratpol était un média totalement indépendant puisqu'il était payé par ses lecteurs, ses auditeurs français, et en coupant mes revenus, en fait, c'est ça qu'ils ont coupé. Mais heureusement, encore une fois, j'ai une équipe remarquable qui, le temps qu'on puisse recréer un écosystème qui fonctionne, travaille gratuitement. Je les en remercie. Voilà, en tout cas, si vous voulez aider ma famille, vous pouvez bien sûr aller sur la cagnotte de mon épouse. Je vous remercie, vous êtes extrêmement généreux, ça nous touche réellement. En tout cas, comme dirait Florian Philippot dans son dernier post, la situation est bonne, militairement, diplomatiquement, économiquement. Donc tenez bon, courage, on les aura. 2027 va être extrêmement intéressant.